Attentionné. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Bonjour, bienvenue au podcast du Journal du Golf, la seule émission de débat sur le golf du PAF. On se retrouve tous les mercredis pour évoquer l'actu de la petite balle blanche et aborder les sujets phares. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le véritable lancement de la saison européenne la semaine dernière à Abu Dhabi. Nous évoquerons le retour de Tiger Woods à la compétition cette semaine et nous nous demanderons dans le débat de la semaine quelle place accorder à la technologie dans l'enseignement du golf. Et avec moi pour animer cette émission, le plus grand duo de journalistes de la planète golf francophone, Benjamin Cadieux et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et nous avons avec nous la marraine de l'émission, la sympathique Johanna Claten. Bonjour Johanna. Bonjour Arnaud. Alors Abu Dhabi, je l'ai dit, marquait le véritable lancement de la saison européenne. Victoire de Tommy Fleetwood, mais le véritable buzz de la semaine, en tout cas celui sur lequel nous allons nous attarder, c'est le retour de Rory McIlroy. Martin, vous revenez d'Abu Dhabi, vous nous l'avez déjà dit à l'antenne la semaine dernière, impressionnant Rory McIlroy, impressionnant retour. Bah oui, surtout après 103 ou 104 jours sans avoir eu beaucoup de nouvelles de lui, et en particulier de son jeu et surtout de sa santé, parce que c'était ça qui posait le plus question. Alors bon bah voilà, on en a parlé déjà la semaine dernière. Moi je l'ai vu de mes yeux vus et le bonhomme est physiquement plus qu'en très bonne forme. Et voilà, la deuxième question c'était de savoir si ça allait tenir avec une carte en poche, parce que même lui le disait en amont du tournoi en mode bon bah voilà, la pression de la compétition, c'est vraiment autre chose que le tournoi en lui-même. Et voilà, bah, il fait troisième, pas 3 coups si je dis pas de bêtises, avec un premier jour où bon, le putting n'était pas totalement flamboyant, en tout cas sur les 9-10 premiers trous. Il prend 3 bogeys dans la semaine, avec des stats qui sont vraiment honorables. Et lui-même le disait, je crois, dimanche, après son 4e tour, il était presque même surpris de la santé de son golf, de la très bonne santé de son golf après une telle période de pause. Donc, vu l'année qui l'attend et vu les attentes qu'on a surtout sur lui, enfin, je veux dire, c'est évidemment une année de Ryder Cup et c'est un des piliers de l'équipe, bon, ça c'est une chose, mais on l'attend toujours pour son Rory Slam, et en particulier des avril au Masters. Ouais, il faut qu'il gagne le Masters pour le Rory Slam. Oui, exactement, pardon, vous avez tout à fait raison de préciser cela. Mais il a un vrai programme bien chargé justement pour être à son pic de forme pour ce Masters, qui est clairement l'un de ses objectifs de l'année. Et voilà, et il tape un grand coup de poing sur la table dès son premier tournoi. C'est assez impressionnant et c'est assez excitant de voir un tel joueur performer de la sorte si vite. Benjamin. Non, je pense que Martin a tout dit, et c'est le joueur, pour moi, et peut-être même pour Martin aussi, c'est le joueur le plus attendu sur les majeurs en 2018, parce qu'on va parler plus tard dans l'émission du retour de Tiger, mais c'est aussi le retour de McIlroy. On ne va pas revenir dessus parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière, mais depuis septembre, il fourbit ses armes pour être prêt pour le Masters, et c'est moi, pour ma part, c'est le joueur qu'on attend le plus. Il faudra juste voir si son putting revient, parce que autre le problème, en plus du problème de sa santé, c'est surtout son putting qui a quand même été très moyen ces dernières saisons et qui l'a empêché de poursuivre son palmarès majeur. Donc il faudra juste voir le putting sur les semaines qui viennent et sur la tournée en Floride, notamment sur le PGA Tour en mars, notamment en mars. Là-dessus, ma marotte, c'est Martin, vous parliez de son physique impressionnant. Moi, je ne cesse de penser que plus on se muscle, plus on perd de sensibilité au putting. Johanna, est-ce que vous avez un avis là-dessus ? En tout cas, il faut faire attention à la musculation. Oui, je pense que c'est dans le bouquin de Tiger Woods là, qu'il a écrit récemment, il disait qu'il faisait, à l'époque, en tout cas du Masters 1997, dans son entraînement physique, il faisait une partie où il se concentrait, il faisait du foncier. Donc il travaillait les fibres lentes qui lui donnaient justement cette sensibilité au petit jeu, et après il combinait ça avec un entraînement où il soulevait de la masse, où c'était vraiment un entraînement musculaire, où là ça lui donnait la puissance, les appuis, tout ça, mais il disait que c'était important de faire aussi du foncier justement pour développer ça lui donnait, il faisait tous les matins, il se levait à 4-5 heures du matin, et il allait courir pendant 1 heure et quart
bon, un rythme, mine de rien, assez rapide, mais c'est ce qui lui donnait apparemment ça, se toucher. Et j'en parlais récemment avec Ian Triggs, un coach australien assez connu. Il disait que Jason Day, une des raisons pour lesquelles il avait bataillé l'année dernière, c'est que dans son entraînement physique, il faisait que de la masse, enfin, il avait vachement gonflé et qu'il avait perdu beaucoup en feeling. Et ça, c'est souvent un des risques. Martin, vous qui avez vu Rory, est-ce que c'est pas un peu l'impression qu'il donne d'être un peu Robocop au putting et de manquer un peu de sensibilité? Non, justement au contraire, moi c'est ça que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit tant de la part de Johanna que de la part de Ben, et c'est évident que Rory on l'attend sur la green parce que c'est ça qui l'a empêché de replanter des tournois comme il l'a fait dans ses grandes années. Quand il gagnait, il fourrait dans tous les sens. En plus du fait qu'évidemment, il a un grand jeu qui est juste au-dessus du lot et au niveau en termes de frappe de balle du numéro 1 mondial Dustin Johnson. Mais moi, je l'ai vu énormément travailler sur le putting green avec le coach Alex Levy, dont le nom évidemment m'échappe maintenant, mais je vais le retrouver, le fameux swash putting. Phil Kenyon. Phil Kenyon. Voilà, mille excuses pour ce trou de mémoire, c'est le décalage, désolé. Et ça bosse beaucoup, ça bosse en quantité, ça bosse en qualité, ça bosse beaucoup en feeling. Et je regardais justement, moi je l'ai suivi sur les 9-10 premiers trous du premier jour, parce que j'avais quand même aussi envie de voir ce que ça donnait de visu. Et voilà, la vérité du terrain, c'est là qu'on voit les choses ou qu'on les voit de façon criante. Et en termes de putting, c'était pas des mauvais putts, c'est juste que ça rentrait pas, parce que des fois ça rentre pas, c'est aussi la magie de ce sport, mais globalement c'était des putts qui étaient plutôt bien dosés, il y avait une bonne vitesse, c'était pas des trucs dégueulasses comme il a pu faire ces dernières années. Je dis dégueulasse avec de grands guillemets évidemment, on parle des meilleurs joueurs du monde, mais il voyait pas le trou. Alors que là c'était, ça manquait un peu de pente ici, ou ça manquait un peu de vitesse là, mais c'était pas des mauvais putts, donc on sentait que ça allait venir, et c'est venu sur le reste de la semaine, parce que ces stades de putting ils sont loin d'être. Déjà bien que McIlroy choisisse un outil aussi et s'y tienne. C'est vrai qu'on le voit beaucoup changer de putter quasiment à chaque tour. Il y a eu des périodes l'année dernière et il y a 2 ans, on le voyait changer de putter chaque semaine, quoi, et même changer de putter au cours du tournoi, donc c'est ce qui est rarement bon signe. Donc je crois qu'il en a testé pas mal à Abu Dhabi. Il y en avait un avec un insert rouge. Je sais pas de quelle marque il était, je sais pas si c'est TaylorMade qui le fournissait. Je crois que c'est un prototype de TaylorMade. Je crois que c'est un TaylorMade. Mais déjà pour McIlroy, retrouver le putting, ça passe aussi par un engin régulier. Non, mais ça prouve qu'il manque de sensations, parce que quand on change de putter, Johanna, c'est qu'on est en manque de sensations et de certitude. L'insert notamment, c'est important ça, l'insert. Ouais, mais c'est vraiment une question de préférence personnelle. En tout cas, belle 3e place pour Rory McIlroy. On l'a dit, Tommy Fleetwood vainqueur. Sergio Garcia s'est imposé sur l'Asian Tour. Jon Rahm sur le PGA Tour. C'est de bon augure pour la Ryder Cup. Benjamin, est-ce que vous commencez à croire en nos chances pour cette Ryder Cup? J'avoue, je fais partie de ceux qui pensent, et bon, on va pas enfoncer une porte ouverte, mais les États-Unis sont favoris pour la Ryder Cup. Ils ont une génération fantastique, aussi jeune que puissante, que motivée et que performante sur les grands tournois. Mais c'est vrai que là, même si le calendrier européen est très musclé on va dire de novembre jusqu'à la fin de la Gulf Swing, alors c'est là que le PGA Tour est un petit peu en sommeil, on va dire jusqu'à la Floride, le PGA Tour est un petit peu en deçà de l'European Tour niveau points mondiaux, excitation. Enfin, peut-être pas niveau points mondiaux, mais en tout cas au niveau importance. Mais c'est vrai que là, l'Europe, ça va quand même beaucoup mieux. Voir Garcia revenir gagner, voir McIlroy revenir et faire un top 10 très probant sur un gros champ de joueurs. Et également Jon Rahm qu'on verrait bien numéro 1 mondial dans les mois qui viennent s'il continue de grimper à ce rythme-là. Et puis on n'en parle pas beaucoup, mais Fleetwood qui garde son titre sur un tournoi comme ça. Le bonhomme, il a planté quoi 5 tournois, 4 j'ai même plus 5 tournois en 1 an et demi. Dont l'Open de France qui sera le théâtre de la Ryder Cup. De France, c'est vrai qu'on va jouer à domicile, c'est vrai, il faut pas l'oublier. Une équipe qui sera majoritairement constituée d'Anglais et d'Espagnols, et j'ai toujours trouvé que les Anglais et les Espagnols, ils avaient vraiment la niaque en match-play. Ils sont très très forts en général en match-play. Martin, est-ce que quand même ils ne sont pas en forme un petit peu trop tôt c'est jamais trop tôt européens? C'est jamais trop tôt pour dire les gars, attendez, va peut-être falloir compter sur nous. Et quand un Rory McIlroy, justement, on en parlait, on est un peu trop sur lui, mais même s'il n'a pas gagné, mais quand même il dit quand même 2-3 choses intéressantes quand il dit attention les gars, attention les Américains, ça va peut-être pas être, on va être là. Croyez pas que ça va être si facile que ça. Non seulement vous allez venir jouer chez nous, mais en plus on a des joueurs en progression qui ont déjà une petite expérience de Ryder Cup et qui commencent à prendre du galon. Je pense clairement à Fleetwood parce que
Ce bonhomme-là, il y a 3-4 ans, personne n'en parlait ou pas grand monde en parlait, même si c'était évidemment un très bon joueur. Même il y a 1 an et demi, avant sa victoire à Abu Dhabi. Et ce bonhomme-là, il est en train de prendre une épaisseur de dingue et c'est un lanceur de fléchettes absolu. En match play, il va être redoutable parce qu'il tape plutôt correctement en termes de longueur. Il peut être excessivement bien et surtout, il prend un nombre de greens en régulation qui est complètement dingue. C'est une machine à match play ce bonhomme-là. Et puis il a l'agnac, quoi. Ouais, je voulais juste insister sur l'émergence de Jon Rahm. Ça peut être énorme à la Ryder Cup en France parce que, comme on l'a dit, à force, le joueur est pro depuis 1 an. Il a très peu de points mondiaux à défendre. Il ne fait que. Enfin, 2 ans cette année. Oui. Voilà. C'est la deuxième année. Ouais. Voilà, c'est la 2e année. Mais il est susceptible de grimper encore au classement mondial. Il est 3e et deuxième maintenant. Deuxième il est passé devant Jordan encore Spieth. plus. Ça va vite. Il aura une cible accrochée aux fesses, comme on dit à la Ryder Cup. Ça pourra un petit peu détendre aussi McIlroy, des leaders européens comme McIlroy. Et vraiment, ça peut être excitant façon Ballesteros, à une époque que vous connaissez très bien, Arnaud, dans les 80s, voire même avant. Les années 40. Ouais. Merci, Voilà, merci Benjamin. Enfin, si vous commencez à être optimiste, en tout cas, ça me va. Un peu plus, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Bon, donc on va pouvoir la jouer cette Ryder et pourquoi pas la gagner. Johanna, allez, pour conclure, vous la Ryder, vous y croyez ou... Complètement. Je pense on va avoir une équipe très très solide. Jon Rahm, je pense que ça va être assez excitant de le voir dans ce format-là parce que c'est quand même une grosse boule d'émotion ce mec. Donc je pense que les Espagnols en général, Sergio, tout ça, ils sont très émotionnels. Et lui, il le sera à fond. Ça va être marrant. Ok, merci Johanna. Avant de passer la parole à Rémi Rivière pour la Fantasy League, un petit point bulletin de santé, Johanna, puisqu'on sait que vous êtes à nos côtés parce que vous êtes blessé, vous devriez être sur le LPGA. Mais non, c'est vous pas que devriez pour ça. vous devriez être au Bahamas. Ouais. Malheureusement pour vous, vous êtes à Paris dans la grisaille. Comment ça va? Je crois que vous avez eu des nouvelles, une IRM hier. Comment allez-vous, j'ai passé Johanna? un IRM hier matin parce que mon médecin m'a dit que ça suffisait, il fallait faire un IRM. Et on a vu une petite fissure dans le tendon de l'épaule et dans le ménisque. Donc finalement, c'est pas si grave que je pensais. Évidemment, il y a une grosse inflammation. Donc on continue la rééducation à fond pendant 15 jours. Et dans 15 jours, s'il n'y a pas de progrès, on infiltre. Et dans ce cas, donc 3 semaines d'arrêt. Et je reprendrai début mars. Enfin, en espérant que la douleur sera partie. Bon, on vous souhaite de guérir vite et on vous souhaite quand même de rester assez longuement à nos côtés. En tout Avec cas, on plaisir. adore vous avoir avec nous. Grande nouveauté cette année à la rédaction du Journal du Golf, le lancement d'une Fantasy League. Autrement dit, d'un concours de pronostics avec nos fans. Chaque semaine, vous êtes plus de 300 à jouer avec nous et à parier sur les meilleurs joueurs du Tour européen. Alors, Rémi Rivière, qui mène la danse chez nos fans? Eh bien Arnaud, notre leader se nomme Thomas de Rambure pour le tournoi d'Abu Dhabi ce week-end. L'astuce était de miser sur les gros et Thomas l'a bien compris. Il avait anticipé la victoire de son capitaine, Tommy Fleetwood, ou encore la domination des McIlroy, Fischer et autres Peters. Une équipe de champions donc qui porte ses gains à 1,7 million. Son dauphin, Mathieu Méran, n'a que 30 000 € de retard. Pour la petite anecdote, Arnaud, la team JDG est 119e avec 1 million de gains. Ouais, dans le paquet. Bon, on espère que ça va s'améliorer. Cette semaine, place au Dubaï pour le Desert Classic. Pas de Tiger Woods contrairement à l'an passé. On va y venir, il joue à Torrey Pines cette semaine. Mais quelques grands noms, beaucoup de grands noms même cette semaine. Alors, vous mettez une pièce sur qui, Rémi, cette semaine? Alors qui dit Desert Swing dit gros tournoi forcément et plein de bons joueurs. Donc on a pris une équipe de stars. On a sélectionné le champion titre Sergio Garcia, McIlroy et Fischer qui ont cartonné le week-end dernier, 3e et 2e on le rappelle. Ils sont aussi dans notre équipe. On a pensé à Henrik Stenson aussi, meilleur joueur du champ avec sa 9e place mondiale. Et puis une touche belge avec Peters, passé tout près de la victoire dimanche. Alors, c'est bien beau les Belges, mais pas de joueurs français dans votre sélection, Rémi. Et c'est ici qu'intervient Alexander Lévy, Arnaud, notre dernier prono pour ce week-end. Le français sort de 2 semaines pleines avec une victoire en Eurasia Cup et une 7e place à Abu Dhabi. Alors c'est vrai qu'Alex n'a jamais fait mieux qu'un top 30 à Dubaï, mais avec cette histoire de rider en France, on sent le Varois remonter à bloc, alors pourquoi pas? Et en tout cas, on lui souhaite plein de bons résultats à nouveau cette semaine à Alexander Lévy, qui a un peu craqué malheureusement le samedi, qui n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. On verra si cette semaine, il peut encore progresser de quelques places au classement. D'ailleurs, il a progressé au classement mondial. On n'a pas du tout parlé. Bonne semaine pour Alex Lévy quand même. Super semaine. Martin.
Super semaine complète à tous les niveaux parce que c'était sa rentrée, on va dire, sa vraie rentrée après cette Eurasia Cup évidemment qui était un espèce de tournoi bonus et surtout une espèce de vraie grosse motivation supplémentaire pour lui faire comprendre que bah oui mon gars t'as ta place parmi les meilleurs Européens et oui évidemment Thomas Bjorn t'as dans le viseur pour cette histoire de Ryder Cup qui nous arrive en septembre. Et c'est pas évident de répondre présent quand on a pas mal d'attentes comme ça, parce que évidemment Alex est le numéro 1 tricolore depuis maintenant un peu plus d'un an et il tient la baraque. Le El Toro, comme on aime à le surnommer, c'est son surnom tout court. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui la semaine dernière, parce que pour rien vous cacher, on a fait un très joli shooting avec lui pour une prochaine couverture de Journal du Golf. Et on a beaucoup discuté, et je le trouve très, très humble et très serein par rapport à cette opportunité que Thomas Bjorn lui a offerte. Et pour lui, c'est pas gagné du tout d'avance le fait qu'un Français, et en particulier lui, soit présent dans l'équipe européenne de Ryder Cup, parce qu'il y a beaucoup de cadres incontestés, voire incontestables, et il y a très peu de places disponibles. Oui, il faudrait être dans les 50 premiers mondiaux, voire dans les 40, et il n'y est pas encore. Minimum, et donc voilà, il sait qu'il y a énormément de travail, et très franchement, je l'ai vu bosser comme un chien, en particulier sur son putting, en particulier évidemment avec Phil Canyon, donc ça y est, je me souviens de son prénom, qui est désormais son coach à plein temps, et ça c'est un très très bon signe aussi pour lui, et on l'a vu toute la semaine, et en particulier le dimanche dans une journée très vantée. C'était pas évident de scorer, et là il a plutôt très bien puté, en particulier sur cette gestion vitesse-pente qui est le nerf de la guerre au putting, et ça commence à venir, donc ça c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien pour Alex. Benjamin, un mot sur Alex Lévy ou la performance des Français? Top 10 c'est très bien, c'est ouais, très vous bien. en parliez la semaine dernière, il manque de top 10 sur les gros tournois. Voilà, donc c'est une première étape, mais il va falloir évidemment il y a du chemin. Encore plus gros, encore plus lourd. Essayer pourquoi pas d'aller arracher une place au Masters, une victoire sur la Desert Swing. Il reste 2 tournois de la Desert Swing, pourrait suffire à intégrer le top 50 mondial et jouer le Masters. Parce que c'est vrai que j'insiste là-dessus, mais sans jouer les majeurs, sans jouer les 3/4 des WGC, je vois pas comment un Français ira d'une façon ou d'une autre jouer le Natio pour la Ryder Cup. Donc vraiment, essayer déjà faire un très gros pet, et non pas que des 7e places, même si c'est top, 7e place, c'est pas ce que je dis, mais il faut vraiment du très très lourd, façon du Buisson 2013, ouais. 2014. Martin? Oui, non, c'était juste pour continuer sur le fait que, bah oui, évidemment, il y a énormément de boulot, et même je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec lui, avec son papa, et tous les deux sont en mode, mais détendez-vous, les médias en général, sur le fait qu'on ait cette place plus ou moins actée en Ryder Cup. C'est pas du tout le cas, et on sera jamais pris parce qu'on est français. Il va falloir vraiment montrer les crocs, et ils sont conscients, enfin en tout cas Alex est très 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 conscient du chemin qui reste à parcourir. Il y a des énormes performances qu'il a encore à mettre dans la ceinture, ça c'est une évidence. Évidence pour Alexander Lévy. On a parlé du Tour européen. Ça fait un bon quart d'heure qu'a commencé cette émission. On n'a toujours pas parlé de Tiger Woods. C'est quand même assez étonnant, alors que c'est quand même le bon podcast sans Tiger Woods. Sans Tiger Woods, exactement. Merci Benjamin. Retour de Tiger Woods au Farmer, comme bien souvent sur ce parcours de Torrey Pines qu'il affectionne tant. Alors on va pas à nouveau évoquer son retour, on en a déjà parlé, on en reparlera la semaine prochaine, mais on en reparlera en ayant fait des pronostics cette semaine. Alors Martin, Tiger Woods cette semaine, il fait quoi pour son retour sur le PGA Tour? Alors je vais enfoncer une énorme porte ouverte, ou alors je vais tous vous choquer. Moi j'ai l'impression qu'il va rater le cut. Cut raté pour Martin. Cut raté, ou alors bon, c'est marqué dans le... Bon, je peux argumenter éventuellement, mais ouais, je sais pas, je le sens... Évidemment, on a vu ce tournoi aux Bahamas. Évidemment, on a vu un swing beaucoup plus huilé. Évidemment, on voit un bonhomme qui physiquement est là. Mais c'est comme pour McIlroy pour d'autres raisons, mais toujours cette pression de la carte dans la poche, quoi. Et le bonhomme, ça fait un bout de temps qu'il n'est pas venu sur une vraie épreuve. Et je sais pas, même si c'est Torrey Pines, même si c'est Tiger, même si c'est pourquoi pas. Je parie sur un cut raté, c'est vilain. Hein. Benjamin. Ouais, c'est pas bête du tout, parce que de toute façon, Tiger Woods, c'est toujours la même chose quand il revient. Il demande du temps. Généralement, ça vient après un petit cut raté et tout. Alors, on a beau parler du meilleur joueur de l'histoire du golf, ça reste un être humain qui s'est fait, une fois encore, fusionner 2 vertèbres. Je sais pas si on se rend compte. Et c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois.
Ensuite, juste. Donc cut raté aussi pour vous, Benjamin, parce qu'il faut être clair. On fait des pronos quoi. Je vais vous le dire après. Ah bon. C'est secret. Il a gagné 9 fois. Le suspense monte. Évidemment, il a gagné 9 fois à Torrey Pines en comptant ses perfs en junior et à l'US Open. Seulement depuis, le parcours a été musclé. Le parcours nord, qui est le plus dur des deux. Non, qui est le plus simple des deux, pardon. Je sais pas, je suis pas allé moi. J'étais pas en 2008, Benjamin, Oui, alors que toi, tu y étais, je crois. Donc le parcours nord, évidemment, ce tournoi se joue sur deux parcours, a été musclé, ça va être plus dur. Il a plu aussi, le parcours va être long. On sait que niveau longueur... Il avance plus, Tiger. Non, au contraire, c'est ce que les ingénieurs de TaylorMade nous rabâchent depuis quelques semaines, et les autres joueurs aussi, que la vitesse de balle de Woods est niveau top très, 10. très correct en termes de longueur. Ouais, surtout pour un joueur de 42 ans qui visiblement fait moins que son âge. Les retours des joueurs, Billy Horschel, Patrick Reed sont très bons. Woods va de mieux en mieux. Donc, allez, 50e place. 50e place. Johanna, cut passé, 50e top place. 30, D'accord. moi. top Moi, 30. top 30, ouais, je crois complètement. Parce que voilà, ça n'a rien à voir avec les années précédentes. Là, on a l'impression qu'il est vraiment 100% remis physiquement. Donc, oui, bon, c'est là où avaient commencé ces problèmes de chipping ces dernières années à Torrey Pines. Mais je trouvais qu'il chippait pas mal à la fin du tournoi au Hero World Challenge. Et je pense que voilà, il sait que c'est ce qu'il devait bosser pendant cet hiver. Genre, à mon avis, il l'a bossé. Je veux dire, c'est quand même un mec qui à la base était un très très bon chipper, un très bon putter. Donc moi je dis top 30. Top 30. Allez, moi je vais faire le meilleur, en tout cas le meilleur résultat, pas le meilleur pronostic. Je vais dire top 20 et puis et pourquoi pas rêver à un top 10. Et là je pense que là c'est osé là. Là top ça va s'enflammer dans tous les sens ce week-end et la semaine prochaine si Tiger fait un top 10 sur le PGA Tour. Allez, mais moi je vais dire top 20 pour essayer d'être calme pour une fois. Voilà, et pas en faire trop. Allez Johanna, on continue avec vous et votre désormais célèbre chronique. Après les tenues des joueuses, vous vous attaquez à un sujet tout aussi polémique cette semaine avec une comparaison des résultats hommes-femmes pour les Asiatiques. Oui, alors donc après 4 années passées sur le LPGA, je confirme que dans l'ensemble, les Asiatiques travaillent plus dur que les autres. Mais en vérité, la différence au niveau pro, elle n'est pas aussi frappante qu'au niveau amateur. Il suffit de suivre les championnats du monde par équipe amateur, qui sont presque à chaque fois remportés assez aisément par la Corée du Sud. Je me souviens d'une année où, suite à une mauvaise première journée, les joueuses coréennes avaient été privées de dîner. Ce à quoi elles avaient répondu en écrasant le reste du champ sur les 3 derniers tours. Alors pourquoi une telle précocité chez les jeunes joueuses asiatiques ? Il suffit de regarder les gamines dans son club de golf. À moins d'avoir un parent constamment derrière elles, j'en vois pas souvent qui bossent sérieusement pendant plusieurs heures, surtout dans des conditions hivernales. Alors que pendant ce temps-là, dans les pays asiatiques, on voit des gamines s'entraîner sans relâche du matin au soir. Il faut savoir que dans ces pays-là, le golf est un véritable ascenseur social pour les parents, qui sacrifient presque tout pour la réussite de leurs filles. Aiki Kim, qui a gagné le British Open avec Axel Bétan l'année dernière, m'a quand même raconté que plus jeune, il lui arrivait de taper des balles pieds nus dans la neige pendant des heures, tout ça devant son père qui ne la lâchait pas du regard. Chez les garçons, c'est une autre histoire. Les jeunes joueurs asiatiques sont entraînés d'une manière tout aussi intensive, mais la réalité est que les garçons, s'ils sont passionnés par le golf, n'ont pas besoin d'être poussés à travailler. Dans mon club, j'en vois plein, des gamins de 10 à 15 ans qui s'entraînent comme des dingues toute la journée, qu'ils fassent beau ou mauvais. Et pourtant, les parents ne sont pas là pour les surveiller. Je me souviens de Mike Lorenzo quand on avait 13 ans, qui pouvait passer des heures et des heures sur un chipping green à s'abuser comme un fou. Victor Dubuisson, au même âge, avait la même fougue. Personne n'était là pour lui demander de passer ses journées au golf, et pourtant il le faisait de son plein gré. Il n'est juste pas naturel pour une fille de cet âge de passer sa journée à s'entraîner. Elles ont en général d'autres intérêts. Et comme ce n'est pas dans la mentalité européenne ou américaine de tout lâcher pour suivre à plein temps son enfant, j'ai bien peur que cette dominance asiatique ne perdure. Merci Johanna. Et vous, est-ce que vous aviez besoin de vos parents pour vous pousser ou Non. Vous étiez comme Lorenzo ou vous étiez comme les... J'étais pas du tout comme Lorenzo parce que étant plus jeune, je ne comptais jamais passer pro, donc je m'entraînais pas sérieusement du tout. C'était que avec l'école du golf quand on me poussait, mais je n'avais pas du tout cet intérêt. Mais le jour où j'ai décidé à 26-27 ans que finalement c'était ce que je voulais faire, là je pouvais passer mes journées du matin au soir. Je me levais à 5h pour aller m'entraîner physiquement. Je passais mes journées au golf parce que c'était un choix personnel.
Et c'était vraiment, voilà, j'avais besoin de personne pour me pousser. Et c'est vrai que ouais, nous les filles, si on ne met pas un coup de bâton à cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup. Benjamin. Oui, c'est marrant que Johanna parle de coup de bâton, puisque ça vaut aussi chez les messieurs cet été. J'ai joué, il y a un été, j'avais joué en Grand Prix avec un jeune joueur d'origine coréenne, français mais d'origine coréenne, avec un papa coréen, joueur du Paris Country Club, et son papa me disait, bah, s'il prend trop de 3 putts, s'il jette ses clubs, je lui mets des coups. Tout simplement, je le frappe. Et ça paraissait complètement normal dans sa bouche. Enfin, à la fin du tour, ce qui s'est passé, c'est que le jeune joueur, il est parti sur le golf d'à côté, faire des heures et des heures de putting, et le lendemain, on l'a revu, on refaire le même score de 82 et quelques. Mais bon, c'est un petit peu le risque de cette éducation à la dure, c'est que ça peut vite lasser les jeunes. Oui, non, mais la plupart des Coréennes à 28-29 ans, elles prennent leur retraite parce qu'elles sont en plein burn-out. Elles sont rincées, elles sont rincées quoi. Mais il y a une culture une culture à la dure, l'éducation à la dure, et voire à frapper les jeunes, hein, au sens propre qui. Non mais bon, déjà évidemment frapper c'est pas bien, d'empêcher son enfant de jeter des clubs, bon pourquoi pas, en frappant encore une fois c'est pas bien, mais pour les 3 putts en revanche je pense que vous pouvez taper qui vous voulez, c'est pas en tapant quelqu'un vous allez l'empêcher de faire des 3 putts, ça c'est clair. Même, voilà, même en lui criant dessus, hein. Je pense que plus vous allez crier, plus il va faire des 3 putts. C'est commun aux hommes et aux femmes, cette éducation un peu asiatique. Martin sur les différences hommes-femmes. J'en avais pas mal parlé à Karine Hichet il y a 2 ans à l'Evian Masters, l'Evian Championship. Je vais me faire tuer. Et ce qui était vraiment frappant, et tu l'as très bien dit, Johanna, c'est ce côté ascenseur social, surtout pour les jeunes filles en Corée. Et en fait, ce qui est fou, c'est ce côté, on passe pro très jeune. Il y a des gamines à 12 ans, elles passent pro, elles font déjà leurs armes sur les circuits satellites asiatiques qui sont ultra concurrentiels, en particulier chez les nanas. Et elles débarquent sur le LPGA, elles ont 15-16 ans et elles vous font mal, quoi. Elles font mal à tout le monde parce qu'elles ont cette éducation-là, parce que oui, cette culture du travail, mais c'est presque, j'ai envie de dire, si tu travailles pas, bah t'as rien. Donc c'est un peu ça. Et moi, c'est ça que j'aimerais quelquefois voir. J'élargis un peu le débat, mais chez nos amateurs, que ce soit nos amateurs français en particulier, c'est ce côté. Elles ont faim, quoi. Elles ont vraiment faim. Et celles ou ceux qui ont envie de passer pro et qui se disent, tiens, je vais faire de mon métier golfeur ou golfeuse pro, elles y vont, quoi. Ouais. Elles y vont, ou ils y vont vraiment. Et c'est ce côté, si je fais pas ça, j'ai rien. J'ai rien. Donc c'est un peu marche ou crève, j'ai envie de dire. Et la plupart du temps, celles qu'on voit, elles ont marché, mais il y en a combien sur le carreau derrière, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a toujours un peu inquiété dans ce genre de politique sportive et un peu de politique sociale, parce que c'est un peu quelque part ça. En Corée du Sud, en particulier sur le golf, c'est la loi du nombre, hein. On en laisse des dizaines, voire des centaines sur le carreau, et des filles et des petites nénettes complètement brisées. Et bon, après, c'est sûr que ça fait des Ike Kim et tout un tas de joueuses exceptionnelles qui gagnent des milliards de tournois dans tous les sens et qui dominent sur l'LPGA, mais à quel prix, quoi. À quel prix Johanna, pour conclure, d'une phrase. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Martin. D'accord, allons prendre un petit café. Allez. Voilà. Eh bien, nous allons conclure cette émission avec notre dernier sujet, notre fameuse polémique du lundi avec son inventeur Rémi Bedu. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Rémi, vous êtes pro à Montgriffon avec une des académies de putting les plus réputées de France. Et cette semaine, sur votre page Facebook, vous avez décidé d'aborder la place de la technologie dans l'enseignement. Et pour cela, nous avons avec nous un des internautes de votre page Facebook, Laurent Gambirazio. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Rémi, pourquoi cette polémique ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aborder ce sujet ? Le sujet s'est en fait déclenché parce que c'est un sujet d'actualité, puisqu'il y a eu une conférence de biomécanique organisée à Paris où il y avait de nombreux pros et des intervenants de qualité. Et donc voilà, ça m'a donné cette idée de savoir un petit peu ce que pensaient les internautes, golfeurs, des nouvelles technologies et de l'arrivée des nouvelles technologies dans l'enseignement. D'accord. Et alors il y a du pour, il y a du contre, tout le monde est pour forcément, ou comment Alors, un petit résumé de votre page. Ouais, alors ce qui ressort des différents commentaires, c'est assez partagé et c'est ce qui rend le débat intéressant. Il y a les puristes qui disent comment on faisait avant
Et puis il y a les geeks, ceux qui ne jurent que par la technologie. Et puis Arnaud, on se connaît bien. Moi, je suis plutôt un modéré entre guillemets. Et je pense que les outils modernes permettent des analyses et des diagnostics précis. Mais il ne faut pas en devenir prisonnier. Il ne faut pas devenir prisonnier des machines. Allez, Voilà. on va donner la parole à notre internaute. Alors, Laurent, quel est votre avis, vous, sur la technologie et l'enseignement ? Moi, je trouve que la technologie, pour moi, ça me permet d'avoir des données objectives, donc bien chiffrées, et ce qui me permet de valider des choix que l'on fait avec le pro et de suivre, je dirais, toute l'évolution et la progression, et vraiment avoir ces données chiffrées, et on peut se reposer là-dessus. Moi, c'est ce que j'aime bien dans la technologie. Vous avez quel niveau et vous servez de quels outils, ou votre pro se sert de quels outils, Laurent ? Donc, moi, j'ai un niveau 8, mais je viens de débuter. Hein. 8 en débutant, bravo, vous nous direz comment vous avez fait. Il y a 6 ans, voilà. voilà. Et donc, quels outils utilise votre pro ? Avec le pro utilise Trackman. D'accord. Et SampleLab. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est qui votre pro ? Parce qu'il est assez bon, celui-là. Donc, ouais, il est pas mal. C'est Rémi. C'est Rémi Bedu. Ouais, d'accord, voilà. C'est trop facile. Rémi, vous êtes à l'amende. On ne veut plus vous avoir sur cette antenne. Johanna, vous y étiez à cette conférence de biomécanique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai l'impression que vous avez un peu peur quand même, hein, toutes les données chiffrées. Il y avait notamment David Orr. Moi, je veux rien savoir quelque part. Je suis d'accord avec Rémi. Il faut pas en devenir. Ça peut être intéressant, mais il faut pas en devenir prisonnier. Ma coach y était avec moi. Elle m'avait dit depuis un moment qu'elle comptait y aller. Donnez le nom de votre coach. Florence Rossari Le Jacques. Et voilà, ça l'intéresse et ça peut l'aider dans son enseignement global et pour moi. Et après, elle va me synthétiser tout ça et me traduire ça d'une manière beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que, moi, je trouve que c'est un peu too much de temps en temps. Je trouve que ça enlève un peu le côté fun du golf. Faut pas oublier que c'est un sport. Un jeu. Faut jouer à un jeu. Faut jouer avec un peu de feeling. Et je trouve que ça tue un peu tout ça. Et voilà, moi j'écoutais ça un peu que d'une oreille parce que moi je peux pas m'amuser en pensant comme ça. C'est pas possible. Et moi, plus je m'amuse, mieux je joue. Benjamin, vous voulez réagir ? Non, ça me faisait penser à quelque chose. Ça me faisait penser à un autre débat dans un autre sport qu'on aime tous, quasiment tous autour de cette table au niveau du football et l'ajout de la vidéo au niveau de l'arbitrage. Arnaud, ça vous fait pas penser un petit peu à ça ? Non, quand même, parce que pas tout à fait la même chose. C'est pas fait pour progresser la vidéo, c'est fait pour améliorer peut-être la qualité du jeu, mais c'est pas pour améliorer le joueur. Là, c'est pour améliorer ça ferait progresser l'honnêteté de l'arbitrage. Rémi, vous en pensez quoi de Johanna qui a un peu peur de la technologie ? Vous comprenez ça, pour un joueur pro, c'est peut-être à son coach de s'y intéresser ? Oui, bien sûr. Et je connais bien Johanna et on en a déjà parlé lors de l'Evian Championship de ça. Moi, j'ai retenu 2 mots de Johanna, c'est traduire et simplifier. Et en effet, le rôle du pro et la qualité du pro vont devenir essentiels avec l'utilisation des nouvelles technologies parce que le pro doit être formé pour justement traduire les données de façon le plus simple possible aller à son élève, quel que soit le niveau de l'élève. Attention, que ce soit un élève amateur en club ou un professionnel. L'amateur ou le joueur, il est là pour jouer et l'enseignant, il est là pour enseigner. Donc chacun son job et je pense que Johanna, et je connais bien Florence, ta coach, elle va réussir à te traduire et toi tu n'auras plus qu'à jouer. Ouais. Non, ça me fait pas peur. Laurent, vous, est-ce que vous laissez Rémi s'intéresser aux données ou est-ce que vous rentrez dedans aussi ? Est-ce que vous avez progressé sur la compréhension des chiffres du Trackman ou du SampleLab ? Quelle est votre approche de la technologie ? Vous laissez ça à Rémi ou vous rentrez dedans aussi ? Alors, ouais, moi je suis un petit peu geek, comme vous disiez. Alors, j'aime bien la technologie et j'aime bien rentrer un peu dedans. Alors, d'un autre côté, donc, je regarde les données, mais je laisse à Rémi, je dirais, tout ce qui est interprétation et ensuite le traduire golfiquement.
Moi, j'aime bien, donc je valide par exemple mes vitesses de swing, et après c'est à lui en fonction, par exemple, de mes vitesses de swing, d'adapter le geste. Mais ces données que je peux avoir au TrackMan, par exemple, ça va me permettre surtout, quand je m'entraîne, de valider que je fais bien ce que m'a dit Rémi, qu'on est dans le bon sens. C'est surtout ça. Et donc, mais tout ce qui est technique, c'est Rémi qui voit ça. Et moi, je regarde juste... c'est plus une validation de est-ce que je fais bien ce qu'on m'a demandé. Martin, vous, la technologie en tant que joueur, avant d'être en tant que journaliste. Mais la technologie, c'est génial, mais c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir, ou alors il faut laisser le soin à ceux qui savent s'en servir de nous traduire, de nous aider, de nous guider. Et en particulier, moi, ce que j'ai toujours adoré dans ce genre de truc-là, c'est quand je les utilise ou quand dans les séances d'entraînement que je pouvais avoir sur du TrackMan ou sur du SampleLab ou QuoCast, j'avais des questions, j'allais poser des questions, je savais à peu près ce que je cherchais ou ce que je cherchais à valider ou ce que je cherchais à comprendre. On allait chercher des trucs précis, c'est pas utiliser le TrackMan pour faire mes muses pendant 1 heure, regarder tous les chiffres et entre guillemets spignoler pendant 3 plombes sur toutes les données délirantes qu'on peut tirer de ces outils-là. Mais c'est des outils géniaux, enfin je veux dire tant pour les enseignants comme Rémi que pour les joueurs ou joueuses que moi et Ben on peut être, ou évidemment que les pros comme Johanna peuvent être, c'est ultra précieux à plein de niveaux. Mais comme n'importe quel outil, il faut savoir s'en servir et l'utiliser à bon escient et savoir vers quoi on veut, à quelle question on veut répondre avec ces outils-là. Ouais, Benjamin. C'est intéressant ce que Martin dit, il a raison, il faut arriver avec une question précise pour se servir du TrackMan avec son pro. Moi en l'occurrence, ça fait quelques années que j'ai l'occasion de me servir de ce genre d'outils, notamment avec les marques de matériel, et pour la première fois ça m'a vraiment apporté quelque chose. Je me demandais si je drivais mieux avec un T-bas ou un T-haut. Je m'en suis servi avec un technicien de chez TaylorMade. Pour ne pas le nommer. Oui, pour le nommer carrément. C'était en décembre et je me suis rendu compte qu'avec un T plus haut, je baissais le taux de spin, j'augmentais la portée de balle et donc la distance. Et le fait d'avoir les chiffres qui me le prouvaient, et ça m'a montré également que la dispersion était moindre. Donc je gagnais à tous les niveaux et je suis arrivé sur le parcours le lendemain et les semaines suivantes avec plus de confiance parce que j'avais des chiffres en tête qui m'ont conforté dans cette réponse qu'avec, en l'occurrence pour moi, un type plus haut, ça marchait mieux. Donc le TrackMan, ça peut être utile si, comme a dit Martin, on a des choses précises à répondre. Johanna, oui, allez-y Rémi. Non, c'était Laurent. C'est Laurent, allez-y Laurent. Oui, excusez-moi. Oui, je reviens sur le côté confiance. Par exemple, au SampleLab, après être passé au SampleLab, je sais que je putt droit, et une fois que je suis sur le putting green, sur le golf, vraiment sur le green, je sais que je vais putter droit. Maintenant, c'est juste une question de lecture de pente, et voilà, je vais plus me poser la question. Je sais que mon putt est droit, et maintenant à moi de lire la pente. Et mentalement, ça joue beaucoup. Rémi, vous vouliez intervenir? Oui, je pense à Johanna et au type de joueurs comme Johanna qui sont beaucoup axés sur le feeling. On tient compte de ça dans notre pédagogie, nous les pros. C'est-à-dire que suivant la demande ou les attentes de l'élève que l'on a en face de nous, on est capable de s'adapter. Et donc là, par exemple, pour une joueuse comme Johanna, qui est dans le feeling, eh bien, nous, on se propose de vérifier tout ce qui est subjectif. Vous savez, quand on commence cette phrase, j'ai l'impression que, eh bien, moi, je me sers simplement des outils pour lui confirmer qu'il n'y a pas d'écart entre son ressenti et la réalité. Moi, c'est tout ce que je fais. Voilà. Mais je respecte ses préférences feeling. Voilà, Johanna. On va laisser la joueuse pro conclure cette émission et ce débat. Très bonne remarque de Rémi. De l'amiral Rémi. Non, je suis tout à fait d'accord. Et non, mais c'était juste pour revenir quand je bossais avec Randy Smith, là, le coach américain qui a plein de joueurs du PGA Tour. Quand on utilisait TrackMan, il refusait, il m'empêchait de voir les chiffres sur TrackMan. Il était là, non, toi tu joues au golf, moi je m'occupe de TrackMan. Chacun son rôle. Voilà. Ouais, très bien. Rémi. Ouais, très bien, c'est exactement ça. Chacun son rôle.
Johanna, elle est là pour jouer, et nous, on est là pour enseigner. Donc voilà, chacun son job. C'est très très bien. Allez, le mot de la fin, Benjamin Cadieux. Ouais, juste pour conclure, un mot de Butch Harmon, qui est un bon petit coach, qui a notamment entraîné Tiger Woods. Le meilleur coach du monde, on peut le dire. Qui dit Trackman c'est gentil, mais moi mon Trackman c'est mon œil. Il disait ça en se tapotant l'œil, et il y a des très bons coachs qui n'ont pas besoin de Trackman. On peut faire sans également. Merci Laurent, merci Rémi d'avoir été avec nous. À très bientôt Rémi, à mercredi prochain pour une nouvelle polémique. On se régale à vos côtés. Merci Laurent, merci Rémi, merci également à Martin Coulon et Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Merci évidemment à Johanna Claten, merci également à Rémi Rivière qui nous a aidé à préparer cette émission du Journal du Golf évidemment, et merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast du Journal du Golf. Bonne semaine, bye bye. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.